Bonsoir à tout le monde. Bien, écoutez, je pense que nous allons pouvoir commencer notre webinaire. C'est Pierre Albertini, le directeur de la Caisse d'assurance maladie de Paris, qui parle. Donc, nous sommes quelques-uns à être connectés. Ça augmente toutes les secondes ou presque. Donc, ce que je vous propose, effectivement, ce soir, à l'occasion de ce webinaire, c'est de parler de l'avenant 9 à la convention médicale. Donc, on peut se rappeler que c'est un avenant qui avait été signé en juillet 2021, qui a été publié au journal officiel à la rentrée de septembre et dont la plupart des dispositions donc, vont s'appliquer à partir, ou s'appliquent à partir du 1er avril. Donc, dans la vue suivante, on voulait rappeler l'essentiel de cet avenant. Donc, tout d'abord, des revalorisations d'un montant significatif, puisqu'elles ont été estimées à 800 millions d'euros en termes d'investissement. Donc, c'est une enveloppe financière qui a vocation à être mobilisée sur différents axes de cet avenant. Donc, l'objectif était effectivement d'apporter un soutien à la médecine libérale dans le cadre du Ségur de la santé pour l'hôpital, où un certain nombre de moyens financiers importants ont été consacrés à l'hôpital. Donc, cet avenant, lui, se tourne évidemment par nature vers la médecine libérale avec 4 axes importants donc, sur lesquels nous allons insister ce soir. Donc, le premier porte sur l'accès aux soins pour les publics prioritaires avec des évolutions qui concernent les personnes âgées et les personnes atteintes de handicap, en situation de handicap. Deuxième volet sur lequel nous nous attarderons un peu pour en présenter à la fois, je dirais, l'esprit et les modalités de mise en œuvre, c'est la mise en place d'un accès aux soins non programmés à travers le service d'accès aux soins, le SAS, dont je pense que tout le monde a entendu parler. Le troisième point portera sur les parcours de soins, la volonté de consolider les parcours de soins avec des éléments spécifiques concernant les spécialités cliniques et par ailleurs un cadre rénové, actualisé de la consultation et de la téléexpertise. Et enfin, le dernier sujet sur lequel nous passerons un moment ce soir, c'est l'accompagnement du virage numérique côté médecine de ville. Donc, voilà le sommaire de notre présentation de ce soir. On va essayer de tenir dans un temps contraint d'une demi-heure pour favoriser, dans une deuxième partie, les échanges. Donc, nous aborderons le volet de la feuille de route du numérique en santé qu'est Mon Espace Santé, donc avec des éléments très précis qui vous seront présentés. La télémédecine, comme je l'ai indiqué, la nomenclature et enfin le SAS, ses principes et les rémunérations qui sont prévues. Alors, le premier chapitre concernant le numérique est marqué par un événement important qui est celui du déploiement de Mon Espace Santé sur l'ensemble du territoire à partir de la fin de l'année dernière. Donc, on a expérimenté, on a créé 3 sites pilotes dans 3 départements, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme, pour justement valider un certain nombre de points à la fois techniques, ergonomiques. Donc, ces sites pilotes ont permis de tirer un certain nombre d'enseignements qui ont permis d'enchaîner avec la généralisation du déploiement sur l'ensemble du territoire. Et nous sommes concernés dans notre région Île-de-France et à Paris en particulier, puisque notre calendrier est assez récent. C'est sur la mi-mars que les premiers envois officiels en direction des usagers, donc des assurés sociaux, ont été effectués. Donc, à partir de courriers et de mails qui ont permis de communiquer des codes d'activation permettant à chaque usager d'ouvrir son espace santé ou mon espace santé. Donc, très concrètement, le contenu de mon espace santé est présenté dans cette slide. Donc, on a 4 briques ou 4 composantes avec le dossier médical, nous y reviendrons, la messagerie de santé, et donc ce sont des fonctionnalités qui sont d'ores et déjà disponibles, et d'autres fonctionnalités, 2 autres qui le seront très très prochainement pour l'année 2022,
que sont l'agenda santé et le catalogue de services. Donc, le dossier médical, il s'agit d'une partie qui est connue puisqu'elle s'appuie sur l'actuel DMP, dont l'historique est intégralement repris et transposé dans mon espace santé. Donc, c'est un élément, encore une fois, connu, que l'on a intitulé coffre-fort numérique de tous les éléments concernant la santé d'une personne, avec la possibilité de consulter et d'alimenter cet espace avec des éléments clés dans la prise en charge et le parcours des patients, donc l'ordonnance, les comptes rendus d'hospitalisation, les résultats d'imagerie, les résultats de biologie, donc qui ont vocation à être intégrés dans cet espace, et nous verrons comment cet espace est structuré d'une manière assez différente de celle du DMP que certains probablement ont connu. Donc, un élément important, clé dans la prise en charge des patients, c'est le volet de synthèse médicale qui sera établi par le médecin traitant, et à terme, il évoluera pour présenter un profil encore plus attractif, je dirais, avec des données structurées. Le profil médical qui pourra être également alimenté par l'usager avec des éléments d'information précieux pour améliorer la connaissance de la communauté des soignants et donc la prise en charge du patient, avec les antécédents médicaux, les éléments concernant la vaccination, les allergies, d'autres éléments que l'usager pourra déposer dans les différents espaces donc adaptés, et qui seront encore une fois des éléments intéressants pour les professionnels de santé qui prendront en charge le patient. Donc, la synthèse du profil médical sera partageable avec l'ensemble de la communauté de soins à partir donc de la synthèse qui sera éditée par l'usager. Donc, le dossier médical est un élément majeur du contenu de mon espace santé. Donc, les messageries sécurisées de santé ou la messagerie sécurisée de santé est un élément clé puisque en toute sécurité, l'ensemble des informations échangées entre professionnels de santé pourront se développer. Et il y a un élément nouveau qui est la messagerie de santé citoyenne qui permettra à chaque usager, chaque patient d'échanger avec son médecin. Et dans un premier temps, bien sûr, ce sera la seule initiative du médecin que les échanges, donc par exemple la production de documents, pourront être véhiculés par la messagerie citoyenne. D'autres fonctionnalités, comme je l'ai indiqué, viendront très rapidement compléter cet édifice que constitue mon espace santé, avec l'agenda de santé qui regroupera les principaux événements liés à un parcours de soins d'un usager, notamment sur la vaccination, sur les rendez-vous, sur les examens à échéance fixe. Donc, ça structurera et ça donnera une facilité aux patients pour avoir des éléments clés de son agenda santé. Et enfin, le quatrième bloc, que l'on appelle le catalogue de services, et que certains appellent un store, mais on va rester peut-être sur la notion de catalogue de services, qui sera constitué progressivement d'applications de santé qui auront pour principale caractéristique et pour principale vertu, serais-je tenté de dire, d'être référencées par l'État, c'est-à-dire qu'elles apporteront une garantie à la fois de qualité et de sérieux, puisque par définition ne pourront être implémentées sur le catalogue de services que des applications qui ont reçu l'agrément des services de l'État. Donc, la création de mon espace santé, vous le savez, je l'ai dit, elle se fera d'une manière simple. Donc, les assurés reçoivent un mail ou un courrier. C'est majoritairement un mail pour nous à Paris, puisque le recours à Amélie est très, très important, et c'est à partir des adresses mail certifiées que les notifications sont faites. Donc, cet envoi présente mon espace santé, sa vocation, les services qui y sont attachés et également les accès qui sont communiqués à partir d'un code confidentiel. Donc, l'usager a trois possibilités. Soit il choisit de l'activer immédiatement, c'est une possibilité qui est utilisée, semble-t-il. Il peut également refuser sa création automatique, et donc c'est son droit. Donc, il a la possibilité de s'opposer. Et il a également la possibilité d'attendre, ou s'il n'agit pas, et c'est un peu la novation de la création de mon espace santé, c'est que le profil est automatiquement créé à l'issue d'un délai de 6 semaines à partir de l'envoi du courrier ou de l'email, et c'est ce qu'on appelle
le modèle opt-out, hein, c'est-à-dire une ouverture automatique, sauf opposition de la part de l'assuré, mais avec un garde-fou, comme vous le voyez dans la slide, à tout moment, si mon espace santé a été créé automatiquement, à tout moment, l'usager aura la possibilité de revenir sur son choix. Donc, avec l'arrivée de mon espace santé, donc, on a incontestablement un nouveau service ambitieux et de qualité, serais-je tenté de dire, hein, pour l'ensemble des usagers, et également une élément de qualité pour les professionnels de santé, avec la logique, hein, de continuité dans la prise en charge des patients. Donc, comme je l'ai dit, avec l'arrivée de mon espace santé, tous les patients qui ne se seront pas opposés à la création de mon espace santé se verront créer un dossier médical et une messagerie sur mon espace santé. Ceux qui, évidemment, avaient un dossier médical partagé, donc un DMP, vont retrouver l'ensemble des informations dans mon espace santé. Donc, on retrouve bien sur cette vue à la fois les éléments, les acteurs et avec mon espace santé pour l'usager, le DMP pour le professionnel de santé. Et pour la messagerie, on retrouve la messagerie de santé pour l'usager dans mon espace santé et la MSS, la messagerie sécurisée, hein, pour le professionnel de santé. L'image, d'ailleurs, est assez claire. Donc, je vais laisser à ce stade la parole à Cécile Pereira-Coutinho, qui va vous présenter l'ensemble des rubriques, hein, que constitue le DMP vu du côté du professionnel de santé, donc avec une structuration très, très importante, puisque c'est une des conditions pour le rendre à la fois attractif et en faciliter les usages. Donc, comme vous le voyez, je vais passer la parole à Cécile. Le DMP est constitué donc d'un carnet de santé numérique structuré autour de 9 espaces. Donc, Cécile, tu peux prendre le relais à ce stade. Merci Pierre, bonsoir à tous. Donc effectivement, du point de vue professionnel de santé, ce dossier médical partagé est organisé en 9 espaces différents. Donc vous avez en orange les documents qui sont déposés et répartis par les professionnels de santé, donc avec la synthèse, tout ce qui concerne les traitements, tout ce qui concerne les résultats d'analyse, l'imagerie, les comptes rendus divers et variés, tout ce qui concerne la prévention et l'ensemble des certificats qui peuvent être décernés aux patients. Donc, ces documents sont déposés par les professionnels de santé et répartis automatiquement dans les documents de santé et le profil médical du profil Mon Espace Santé de l'usager. Donc, lui, en fait, l'usager va pouvoir les retrouver dans les rubriques documents de santé et profil médical de son espace santé. Vous avez ensuite des documents déposés par l'usager, ou là, qui vont se retrouver dans la rubrique espace personnel du dossier médical partagé. Donc, vous, professionnels de santé, vous les retrouverez à cet endroit, espace personnel. Et enfin, vous avez également les documents déposés par l'assurance maladie qui sont alimentés automatiquement, hein, les relevés de prestations et également les résultats de tests qui sont déposés sur la plateforme CIDEP dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'enjeu majeur pour 2022, c'est bien sûr l'alimentation du DMP. Puisque on a pu, Pierre Albertini a pu vous le présenter, on a un changement d'échelle côté usager, hein, grâce au processus d'opt-out avec la création automatique de Mon Espace Santé. La majorité de vos patients auront aujourd'hui un dossier médical au travers de Mon Espace Santé. L'objectif, c'est également de faciliter l'alimentation du DMP grâce à la mise à jour des logiciels dans le cadre du Ségur du numérique, sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Le renforcement également de la collaboration ville-hôpital, bien sûr en garantissant un partage sécurisé de l'information et une meilleure coordination entre professionnels de santé, grâce notamment à la messagerie sécurisée de santé, et un maintien des modalités d'usage actuelles du DMP, puisque vous allez continuer à utiliser votre logiciel DMP compatible ou bien l'interface web DMP pour pouvoir ajouter des documents et consulter les documents qui auraient été ajoutés par le patient ou par vos confrères. Donc, à titre d'exemple d'usage, vous pouvez accéder rapidement aux documents présents dans la partie dossier médical de Mon Espace Santé de votre patient
directement dans le DMP, et cela vous simplifie le suivi des patients grâce à la possibilité de consulter les examens qui ont pu être réalisés dans le parcours de soins, par exemple en biologie, en radiologie, toute autre prescription, des comptes rendus de consultation ou d'hospitalisation, etc., etc. On va aussi avoir dans mon espace santé un nouvel usage pour la messagerie sécurisée de santé. Ce nouvel usage, c'est un usage pour échanger avec vos patients. Donc, bien sûr, cette messagerie sécurisée est facile d'usage puisque vous connaissez déjà en fait, le système, puisque vous avez déjà vos messageries sécurisées pour échanger entre confrères. Vous pouvez envoyer et recevoir des pièces jointes. Vous pouvez donc échanger, le patient, lui, peut échanger avec son cercle de soins, et vous pouvez aussi échanger avec l'ensemble des soignants qui prennent en charge votre patient. Et l'adresse email du patient a toujours la même structure, donc c'est l'identifiant national de santé, patient.mssanté.fr. Donc l'identifiant national de santé que vous pouvez retrouver grâce à votre logiciel, s'il permet de valider et de rechercher l'INS, ou le patient peut aussi le consulter via son espace santé. Alors, votre patient ne peut pas vous contacter par mail si vous n'avez pas initié une conversation avec lui. Et vous pouvez, lorsque vous le souhaitez, clôturer la conversation avec votre patient à tout moment pour arrêter l'échange. Les documents qui sont reçus par la messagerie peuvent aussi être directement enregistrés dans le dossier médical de mon espace santé. Donc pour pouvoir utiliser la messagerie de santé, il faut être équipé d'une boîte aux lettres messagerie sécurisée de santé MS Santé. À noter également, ça c'est un point important, qu'aucun engagement de votre responsabilité, qu'il n'y a pas d'engagement de votre responsabilité si un patient vous envoie un message alors qu'il est dans une situation d'urgence. Ça c'est bien précisé dans les conditions générales d'utilisation de la messagerie de santé de mon espace santé, qui sont consultables sur l'interface Mon espace santé des patients. On va aborder maintenant la question du référencement Ségur de vos éditeurs de logiciels. Donc, dans le cadre du Ségur du numérique en santé, il est prévu un système de financement des éditeurs qui doit permettre une neutralité financière pour les professionnels de santé. Donc, ce financement, on verra sur quel périmètre il porte dans quelques instants, mais c'est vraiment ce qui permet de mettre à jour, de mettre à niveau votre logiciel professionnel de santé pour le rendre DMP compatible et permettre de le rendre compatible pour l'ensemble des projets de numérique en santé de cette année et des années à venir. Donc, les démarches à effectuer, dans un premier temps, il faut se rapprocher de l'éditeur de votre choix et l'interroger pour savoir si son logiciel sera référencé Ségur. Ensuite, en fonction de sa réponse, là, vous passez commande auprès de l'éditeur de votre choix et celui-ci va programmer l'installation du logiciel et cette installation sera prise en charge par l'État directement auprès de votre éditeur. En termes de calendrier, ce qui est très important à retenir, c'est que votre commande doit être passée auprès d'un éditeur référencé. Avant le 15 octobre, il faudra programmer l'installation, la mise à jour de votre logiciel. Sur le périmètre de cette prestation, donc elle est précisément encadrée par les textes. Donc, il s'agit de l'installation et de la configuration d'une mise à jour pour passer à la version Ségur et non de l'achat d'un logiciel complet. Ce qui est important, c'est qu'est également compris la formation du professionnel de santé, y compris le cas échéant à distance. Les droits d'utilisation et de maintenance corrective, tant que le contrat est renouvelé, et ce jusqu'à 6 ans, sont aussi pris en charge dans le cadre du Ségur. En revanche, ce qui n'est pas pris en charge par l'État, c'est le coût d'un changement complet de logiciel, et notamment si vous avez un logiciel qui est particulièrement vétuste. Les coûts matériels et d'infrastructure, par exemple, s'il y a besoin d'ajouter un serveur, s'il faut changer des ordinateurs du cabinet, etc. Le financement de boîtes messagerie sécurisée de santé pour les établissements de santé ou des professionnels de santé non encore équipés. Voilà, donc on a un périmètre qui est très précis. Vous voyez dans le petit schéma avec les rectangles roses ce que est 100% financé par l'État, le cas d'un logiciel à jour,
qui va passer en version Ségur. En revanche, un logiciel qui n'a pas été mis à jour depuis longtemps, donc, pour lequel la version est vétuste, on aura un financement partiel par l'État avec un rattrapage à votre charge pour la partie qui aurait dû en fait être mise à jour à ce jour. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette question du périmètre. Alors, c'est un sujet qui est, on le sait, complexe. Les éditeurs sont également parfois peu clairs. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de précision, voilà, si vous avez besoin de nous pour pouvoir répondre à vos questions concernant les devis qui pourraient vous être proposés. Nous sommes à votre disposition pour y répondre. Donc, dans ce cadre-là, on a des évolutions sur le forfait structure, puisque l'avenant 9 accompagne financièrement les médecins libéraux dans l'usage des outils numériques. Donc, vous avez le volet 1 qui consiste dans des indicateurs prérequis pour déclencher la rémunération du forfait socle, et un volet 2 avec des indicateurs optionnels et une rémunération supplémentaire proportionnelle aux résultats. Donc, sur le volet 1, on a 6 indicateurs. Donc, en 2022, il s'agit de disposer d'un logiciel métier compatible DMP et d'un lab certifié HAS. Donc, et qu'en 2023, on passera sur la notion de logiciel référencé Ségur. Il faudra également disposer d'une messagerie sécurisée de santé, disposer d'une version du cahier des charges Sésame Vital qui intègre les dernières fonctionnalités. Il faudra aussi avoir un taux de télétransmission supérieur à 2 tiers et afficher les horaires du cabinet dans l'annuaire Amélie. Enfin, l'implication dans les démarches de prise en charge coordonnée est aussi un indicateur du volet 1 du forfait structure. Donc, le total du volet 1 est porté à 400 points. Sur le volet 2, dans la partie usage des services numériques, on a une partie usage des téléservices avec un détail qui vous sera donné dans la vue suivante, qui va représenter 100 points en 2022 et 110 points en 2023. L'usage du DMP, donc il faudra que 20% de consultations donnent lieu à une alimentation d'au moins un document dans le DMP, ce qui pourra permettre de cumuler 40 points. L'usage de la messagerie citoyenne Mon Espace Santé entre vous et vos patients. Si vous atteignez 5% de consultations avec un échange par email sécurisé avec le patient via cette messagerie de Mon Espace Santé, vous pouvez cumuler 40 points. Ensuite, sur l'usage de la e-prescription, grâce au service e-prescription, si vous atteignez 50% de prescription de produits de santé via ce téléservice, en 2023 uniquement, vous pourrez obtenir 40 points. Enfin, en 2023 uniquement également, l'usage de l'application Carte Vitale sera valorisé, puisque si vous réalisez 5% des feuilles de soins électroniques avec l'application Carte Vitale, vous pourrez obtenir 40 points. Alors, sur ce dernier indicateur, on est sur une possibilité d'adaptation en fonction de la date réelle de généralisation du déploiement, puisque pour l'instant, on évoque les débuts 2023, mais le calendrier peut varier légèrement. Donc, comme je vous l'indiquais dans la vue précédente, donc on a 6 indicateurs qui permettent de poursuivre la valorisation de l'usage des téléservices dans le forfait structure. Donc, ces derniers facilitent bien sûr les démarches de vos patients et ils s'intègrent aussi dans votre pratique quotidienne. Donc, sur l'usage du téléservice, on a 6 téléservices qui sont visés dans cet indicateur-là. Donc, l'avis d'arrêt de travail en ligne, donc ça, c'est un indicateur d'usage classique, avec pour 2022 un objectif à 80% et à 90% pour 2023, qui permettront de cumuler 22,5 points. Sur le certificat médical, accident du travail et maladie professionnelle, on est sur des objectifs à 30 points en 2022 et à 30% en 2022 et à 45% en 2023.
Le protocole de soins électronique est quant à lui fixé, l'objectif est quant à lui fixé à 80% en 2022 et à 90% en 2023. Sur la déclaration de médecin traitant, nous sommes sur 90% sur les 2 années. Ensuite, on va avoir un nouvel indicateur en 2023, c'est celui de la déclaration simplifiée de grossesse. Et sur la prescription électronique de transport, le téléservice SPE, nous sommes en 2022 sur un objectif de 10% et de 30% sur 2023. Donc, vous avez sur les 4 premiers téléservices une valorisation à 22,5% sur 2022, pardon, 22,5 points, décidément, en 2022 et en 2023. Et pour ce qui concerne la déclaration simplifiée de grossesse et la prescription électronique de transport, nous sommes sur 10 points atteignables en 2022 pour le SPE et en 2023 pour la DSG et la SPE. En plus du forfait structure, l'avenant 9 prévoit un forfait spécifique d'alimentation du volet de synthèse médicale dans le DMP. Donc, c'est un indicateur qui sera payable en une fois et qui concerne l'alimentation initiale dans le dossier médical partagé du volet de synthèse médicale par le médecin traitant pour sa patientèle en ALD, en affection longue durée. Donc, il s'agit d'une rémunération forfaitaire donc qui s'élèvera à 1 500 € si le volet de synthèse médicale est alimenté dans le dossier médical partagé pour au moins 50% de la patientèle ALD, et il peut atteindre 3 000 € lorsque ce volet de synthèse médicale est alimenté dans le dossier médical partagé pour au moins 90% de la patientèle ALD. Donc, ce forfait, il est pondéré en fonction de la taille de la patientèle médecin traitant sur la base de la patientèle de référence qui est retenue pour le calcul de la ROSP. Si au moins un tiers des volets de synthèse médicale sont au format structuré, on a également une majoration de 20%. La période d'observation pour le calcul de cet indicateur, elle va s'étendre du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023. Et le versement interviendra au cours du 2e semestre de l'année 2023. Voilà. Alors, avant de passer la parole, vous dire que donc, le passage à un logiciel référencé Ségur a pour objectif de permettre de l'atteinte des objectifs du volet 1 du forfait structure. Voilà. merci. Et on va passer donc à la deuxième partie. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Romain Béguet, je suis le directeur adjoint de la Caisse primaire d'assurance maladie. Je vais vous présenter d'abord les mesures qui concernent la télémédecine, puisqu'on a différents assouplissements qui ont été prévus notamment pour les téléconsultations. Alors, les téléconsultations, c'est quelque chose que vous connaissez déjà bien. Ce qui évolue, en fait, c'est déjà, ça concerne tout patient, quel que soit son lieu de résistance, et tout médecin, quelle que soit sa spécialité médicale. Les modalités restent les mêmes que celles que vous aviez déjà connues. Les règles de prise en charge, il y a 3 critères qui sont rappelés. Le respect du parcours de soins coordonnés, l'alternance de consultation en présentiel et de téléconsultation pour un bon parcours de soins, et une logique de territorialité de la téléconsultation. Tous ces éléments, d'ailleurs, ont été détaillés dans une charte de bonne pratique de la téléconsultation qui a été validée au niveau national avec les représentants des syndicats de médecins, l'assurance maladie et le Conseil national de l'ordre, et qu'on vous fera suivre également avec le diaporama de cette séance. Donc, les assouplissements qu'apporte l'avenant 9, c'est d'abord le fait de permettre un premier contact à distance pour initier une prise en charge. Et donc, on supprime ce qui existait avant, la suppression du critère de connaissance préalable, qui avait été déjà supprimé pendant la période Covid, à titre dérogatoire pour l'épidémie. Mais là, on le supprime de manière définitive, y compris en sortie de la période de crise sanitaire. Et on autorise également que pour les patients qui résident en zone sous-dense, ils puissent avoir recours à une téléconsultation avec un professionnel de santé qui n'est pas dans leur territoire, s'il n'y a pas d'organisation territoriale coordonnée de télémédecine dans leur territoire, s'ils n'ont pas de médecin traitant qui n'est pas disponible, ou s'ils sont orientés par le service d'accès aux soins sur lequel on reviendra à la fin,
dans le cas où on a eu un échec d'une prise de rendez-vous avec un médecin du territoire. Donc ça, c'est pour la partie téléconsultation. Pour la partie téléexpertise, précédemment, en fait, les téléexpertises étaient limitées à certains patients. Les patients en ALD, les patients qui étaient en maladie rare, en zone sous-dense, en EHPAD ou les détenus. Et donc, depuis 2022, grâce à l'avenant 9, la possibilité de pouvoir avoir recours à une téléexpertise est ouverte cette fois-ci à tous les patients. Les modalités, c'est une modalité d'échange en fait entre professionnels de santé. Il y a un professionnel de santé qui est requérant, souvent un médecin généraliste, et un professionnel de santé qui est requis, souvent un spécialiste, qui peuvent échanger soit en direct, soit en différé, notamment en échangeant via la messagerie sécurisée de santé. Et il n'y a pas besoin de connaître préalablement le patient pour pouvoir répondre en tant que professionnel de santé requis. On vous a remis ici quelques points sur les modalités de facturation. Donc, pour la téléexpertise, il y a en fait un plafond de 4 téléexpertises par an et par patient. Tous les professionnels de santé peuvent solliciter une téléexpertise auprès d'un médecin. Et donc, pour le requis, les cotations évoluent. Il y a une seule cotation qui est TE2 à 20 €. Et pour les requérants, il y a un nouvel acte qui est RQD à 10 € au lieu du forfait qui était précédemment prévu pour le professionnel de santé requérant. Et tout ça est entré en vigueur le 1er avril 2022. S'agissant des téléconsultations, donc comme je vous le disais, il a été rappelé la nécessité par tous les acteurs, que ce soit l'ordre, les syndicats et également l'assurance maladie, d'être toujours dans un respect d'une alternance de consultation et de téléconsultation. Donc, il y a un seuil en fait qui est fixé, un seuil maximal d'activité à distance qui est fixé à 20%. Il est calculé par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est le rapport entre le nombre d'actes de téléconsultation et de téléexpertise sur le nombre total d'actes cliniques et d'actes techniques. Et vous aurez prochainement un suivi trimestriel sur le portail Amélie Pro qui vous sera proposé pour suivre cela. Pour avoir quand même une indication, sachez qu'en 2021, qui est l'année dans laquelle on a enregistré un pic de téléconsultation pendant la crise sanitaire, à Paris, les téléconsultations ont représenté 13% de l'ensemble des consultations. Vous voyez que le plafond de 20%, même en 2021, qui est une année où on a eu un recours exceptionnel, on ne l'a pas atteint. Quelques points ensuite sur la nomenclature, et je vais laisser la parole tout d'abord à Christine Gauthier. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Romain. Donc, on va passer à la slide suivante pour rappeler, donc, comme cela a été indiqué en introduction, que l'avenant 9 se traduit par un investissement financier de l'assurance maladie de près de 800 millions d'euros, dont une part significative a été dédiée à l'extension ou la création de nouvelles consultations. Donc, on va passer à la slide suivante qui vous permettra tout d'abord de prendre connaissance, si ce n'est déjà fait, des dispositions concernant la visite longue, qui est une consultation très complexe réalisée au domicile du patient par le médecin traitant. L'objectif est de favoriser l'autonomie des personnes âgées en encourageant la prise en charge à domicile. Elle est facturable au maximum 4 fois par an et par patient. Cette visite longue qui concernait les patients atteints de maladies neurodégénératives et les patients en soins palliatifs a donc été étendue aux patients de 80 ans et plus qui sont en ALD. Concrètement, donc, les nouvelles dans le nouveau contexte, la VL est donc à 60 € et peut bien sûr auxquels peuvent s'ajouter donc la majorité de déplacement de 10 €. On va passer donc à un autre type d'actes qui évoluent ou qui plus exactement font l'objet d'une extension dans leur périmètre. Donc, en premier lieu, la CTE, qui concerne les enfants de 0 à 6 ans, qui est facturable une fois par an. C'est une consultation de repérage des signes des troubles du spectre autistique qui a été étendue, donc, dans le cadre de l'avenant 9, à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et aux troubles de la relation précoce mère-enfant. Elle est donc cotée CCE à 60 €. L'objectif, bien sûr, c'est d'améliorer la prise en charge
des enfants qui souffrent d'un trouble du neurodéveloppement. C'est une consultation qui est très complexe, qui est réalisée par un médecin généraliste ou un pédiatre. Elle va permettre de confirmer ou d'infirmer un risque de trouble du neurodéveloppement chez l'enfant suite à l'alerte des parents ou à des professionnels de l'éducation. Elle comprend un examen clinique approfondi, un dépistage d'un trouble auditif ou visuel, des tests de repérage du TND adaptés à l'âge de l'enfant selon les recommandations de l'HAS. Pour ce faire, un formulaire de repérage est mis à disposition des médecins et va faire l'objet d'une diffusion dans le cadre d'une campagne des délégués de l'assurance maladie. Cette consultation comprend aussi, si nécessaire, la recherche d'un trouble de la relation mère-enfant. Le cas échéant, le médecin engage le parcours de bilan et d'intervention précoce. Il oriente vers des consultations spécialisées, ORL, ophtalmo, ou l'intervention d'orthoptiste et d'orthophoniste, ou adresse la famille à la structure pluriprofessionnelle qui est chargée de coordonner. Et donc, nous vous joindrons au diaporama de ce soir la liste des plateformes de coordination qui existent en Île-de-France. Il y en a bien sûr une à Paris, dont vous aurez ainsi les coordonnées. Autre évolution concernant la MIS, qui est donc la majoration de consultation initiale d'information et de mise en place de la stratégie thérapeutique du patient, donc qui fait suite à une consultation d'annonce d'une pathologie grave. Elle est également étendue aux troubles du neurodéveloppement et donc sera cotée MTX à 30 €. Donc, on voit là ce qui avait été évoqué en introduction, à savoir la volonté d'une meilleure prise en charge de certaines pathologies et de la valorisation de ces actes accomplis par les médecins traitants. Je repasse la parole à Romain. Merci. Et effectivement, on va détailler maintenant la création de nouvelles consultations qui interviennent dans cet avenant 9. La première, c'est la consultation complexe à l'entrée d'un mineur dans le dispositif de protection de l'enfance, qui est donc côté CCX par rapport à la prise en charge de l'ASE. L'idée, c'est d'améliorer la prise en charge des enfants qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Et cette consultation complexe, qui est valorisée à 46 €, permet notamment d'effectuer un bilan de santé et de prévention et de repérer les besoins en termes de prévention et de soins. Ensuite, on a deux mesures qui concernent l'amélioration de l'accès aux soins pour les personnes qui sont en situation de handicap. La première, c'est la question des consultations blanches. C'est quelque chose probablement auquel vous avez déjà été confronté, où parfois une première consultation ne peut pas donner lieu à un examen clinique, soit parce qu'en fait, il s'agit un peu de familiariser le patient avec le nouvel environnement, notamment s'il s'agit de la première consultation ou s'il s'agit d'un changement du praticien qui le suit, ou si pendant la consultation, il y a une manifestation aiguë du handicap qui intervient et qui ne permet pas de mener à son terme la consultation. Donc, dans ce cas-là, vous avez le droit de coter cela comme une consultation de référence, comme une G par exemple, même si vous n'avez pas pu réaliser une vraie consultation. Et par ailleurs, il y a le sujet de la consultation très complexe, donc dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des personnes avec handicap, qui va concerner en fait deux situations. La première, c'est quand il y a un changement de médecin, et donc quand il y a un passage par exemple à un nouveau médecin traitant, ou si c'était suivi par un pédiatre et qu'on passe à un médecin généraliste, et qu'il faut qu'il y ait un échange entre l'ancien et le nouveau médecin pour pouvoir assurer une continuité de la prise en charge. Donc, dans ce cas-là, à la fois et l'ancien et le nouveau médecin peuvent coter cette nouvelle consultation CCE à 60 €. Et l'autre situation où il est possible de la facturer, c'est pour le remplissage complet du premier certificat médical du dossier de demande MDPH. C'est un sujet qui nous est souvent remonté comme étant complexe. Donc, c'est pour ça que dorénavant, il est facturable à 60 € et il est facturable une seule fois par patient. Ensuite, mais on passe rapidement sur ce point parce qu'il concerne davantage les médecins spécialistes, il y a une revalorisation de l'avis ponctuel de consultant l'APC qui est porté à 55 €, donc qui augmente de 5 €. Et surtout, vous indiquez là aussi des modalités concernant
concernant la première consultation de santé sexuelle, de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles. Précédemment, elle ne concernait que les mineurs. Dorénavant, donc, ça concerne à la fois les filles et les garçons de moins de 26 ans. Et l'idée, elle est facturée donc à tarif opposable, prise en charge à 100%. Et vous pouvez également garantir le droit à l'anonymat en utilisant des NIR spécifiques qui permettent d'éviter du coup que ça arrive dans les relevés des personnes concernées, notamment si elles sont mineures pour ne pas que les parents le voient. Donc là aussi, les délégués de l'assurance maladie vous transmettront l'ensemble des informations pour utiliser ces possibilités. Voici donc qui conclut la partie sur les évolutions au niveau de la nomenclature. Et le dernier point de notre présentation va être question du docteur Richard Anchou. Est-ce qu'on lui a apporté une réponse? On n'a pas encore regardé les questions. On pourra les regarder à la fin. Le docteur Anchou nous disait bonjour, donc j'ai apporté une réponse. C'est une vraie question. Voilà, nous n'avons pas d'autres questions. D'accord. Pour l'instant. Mais n'hésitez pas, comme je l'ai indiqué dans le chat, à poser vos questions via le module questions-réponses. Bien entendu, c'est l'objectif de notre webinaire de ce soir, hein, de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez sur l'avenant 9. Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais effectivement reprendre une dernière fois la parole et la passer pour la deuxième partie de la présentation du SAS à nos collègues et amis de l'ARS. Donc, je vais intervenir sur cette première partie en rappelant effectivement que le SAS est une organisation qui avait été définie dans le cadre, on s'en souvient tous, du pacte de refondation des urgences au cours de l'année 2017-2019. Donc, il s'agit de mettre en place des organisations qui doivent favoriser l'accès à des soins non programmés. Mais comme vous le voyez sur cette slide, qui essaye de décrire à la fois les principes et les outils, le SAS, le service d'accès aux soins, a vocation à intervenir en complémentarité à l'organisation qui existe dans le cadre de la permanence des soins. Donc, en d'autres termes, la PDSA intervient après, je dirais, le SAS sur les créneaux donc, de la PDSA, le soir entre 20h et 8h du matin, le samedi à partir de 12h jusqu'à 20h et le dimanche et les jours fériés de 8h à 20h. Donc, le SAS également repose sur un principe important que d'ailleurs l'avenant 9 souhaite impulser avec la valorisation qu'il lui accorde. Donc, le SAS s'appuie sur le principe d'un engagement de tous les médecins libéraux dans un territoire donné. Donc, le SAS, on y viendra encore une fois de manière plus fine dans les principes de fonctionnement, repose d'abord sur des outils avec une plateforme digitale qui sera un outil pour les médecins régulateurs et les opérateurs de la structure du SAS. Mais on le verra, il ne s'agit bien sûr pas d'un service de prise de rendez-vous et la plateforme ne permettra pas aux chargés de régulation, donc aux régulateurs, de voir les agendas, mais uniquement d'appeler pour essayer de trouver des rendez-vous disponibles dans les 48 heures. Donc, voilà, résumé à gros traits, les principes d'organisation et d'outillage. Donc, on peut passer à la vue suivante. Donc, la rémunération, c'est l'avenant 9 qui apporte l'avenant 9 à la convention médicale, et c'est pour ça qu'on en parle dans ce cadre, qui a apporté des éléments importants sur la rémunération des professionnels qui interviennent donc, pour apporter une réponse aux soins non programmés. Donc, bien sûr, le principe, c'est qu'aucun professionnel ne pourra bénéficier des rémunérations prévues par l'avenant 9 tant que le SAS ne sera pas mis en place sur le territoire. Alors, pour la partie régulation, c'est-à-dire les médecins qui vont participer à la régulation libérale au sein des structures, donc il est prévu une rémunération par un forfait horaire de 90 € et avec une prise en charge des cotisations, donc ce qui fait que quand on transpose avec la prise en charge des cotisations qui est réalisée par l'assurance maladie, ça équivaut peu ou prou à un forfait de 100 € sans prise en charge de cotisation. Donc, pour le dispositif d'effection, qui n'est pas celui de la régulation, c'est-à-dire donc l'action effectivement de prise en charge d'un patient dans le cadre des soins non programmés, le dispositif a pour vocation, a pour philosophie de valoriser l'effort des médecins qui s'organisent pour prendre en charge des patients sous 48 heures en sus de ceux qui sont déjà programmés dans leur agenda.
Donc, il faut bien, c'est pas forcément très intuitif, hein, mais il faut bien avoir conscience que c'est cet élément-là qui est valorisé par l'avenant 9. Donc, une capacité à modifier, à adapter son agenda pour prendre en charge sous 48 heures des patients en dehors de ceux qui sont déjà présents dans l'agenda programmé, donc dans les rendez-vous. Et à contrario, pour bien comprendre la philosophie de la valorisation du SAS, hein, c'est qu'il n'a pas vocation à survaloriser les soins non programmés qui sont déjà intégrés dans l'agenda sur des créneaux déjà disponibles. Donc, le forfait, il est calculé, on y viendra tout à l'heure, hein, selon une logique de palier du nombre d'effections. Donc, il correspond peu ou prou, hein, vous verrez que les montants correspondants, à 14 € par acte pour les seuils d'entrée dans chacun des paliers. Donc, le SAS, bon, il faut le préciser parce que c'est une notion également importante, voire fondamentale. Hein. Le SAS a vocation à prendre en charge des patients en cas d'indisponibilité de leur médecin traitant et si la régulation renvoie le patient vers son médecin traitant, donc il n'est pas prévu dans ce cadre-là de facturer la majoration, hein, pour le médecin traitant. Donc, la participation au SAS, évidemment, elle concerne les médecins généralistes, hein, donc, qui, pour bénéficier des rémunérations applicables à l'effection, donc, devront déclarer leur participation au service d'accès aux soins, donc, et qui, en s'engageant à respecter, hein, deux conditions. Donc, la première, c'est d'être inscrit auprès de la structure de régulation du SAS du territoire ou faire partie d'une CPTS qui participe à la mission des soins non programmés dans le cadre du SAS. Et deuxième condition, avoir un agenda partagé avec la structure de régulation du SAS. Par exemple, l'agenda par une plateforme connectée ou à défaut déclaré auprès du dispositif SAS des plages de disponibilité. Donc, ce sont les deux conditions, hein, qui conditionnent la participation au dispositif du SAS. Alors, la rémunération, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, la rémunération va reposer sur deux éléments distincts et complémentaires. Le premier, c'est bien sûr la facturation, mais dans des conditions de droit commun, c'est-à-dire à tarif opposable, hein, des SAS, des actes qui seront réalisés, des soins qui seront réalisés pour le patient, en appliquant un code spécifique, hein, qui va permettre effectivement de bien tracer que ces actes ont été réalisés dans le cadre du dispositif du SAS. Et donc, le deuxième étage de cette rémunération, donc c'est une rémunération forfaitaire, hein, qui sera versée selon des barèmes et selon le nombre d'actes de soins non programmés réalisés. Donc, lorsqu'on se situe sur la plage de 5 à 15 actes de soins non réalisés par trimestre, la valorisation de la rémunération sera de 70 € par trimestre. Vous voyez, ensuite, vous avez donc les différents étages, hein, de 16 à 25 SNP, donc c'est 210 €. De 26 à 35, c'est 350 €. De 36 à 45, c'est 490 € par trimestre. Et pour les médecins qui réaliseront plus de 45 SNP par trimestre, la rémunération sera de 630 € maximum par trimestre. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, quand on calcule cette valorisation sur les premiers niveaux de chaque palier, ça représente peu ou prou une majoration de 14 € par acte, hein, en entrée de palier. Donc, pour chaque trimestre civil, l'assurance maladie va comptabiliser, hein, ces éléments-là. Donc, ce sera disponible, hein, sur le portail Amélie Pro. Et au 31 décembre de chaque année, l'assurance maladie calculera automatiquement la valorisation de cette effection. Et donc, elle interviendra donc dans le courant de l'année N+1. Alors, pour les médecins spécialistes, hein, le médecin facture la consultation à tarif opposable et il a la possibilité d'appliquer la majoration MCU, la majoration d'urgence, hein, de 15 € et pas de forfait annuel supplémentaire comme il est indiqué dans la slide. Vue suivante. Alors, je vais passer la parole à nos amis de l'ARS, hein, qui vont nous préciser l'organisation qui sera mise en place en Île-de-France. Donc, c'est Tanguy qui intervient, me semble-t-il. Bonsoir à tous, donc Tanguy Godin de l'Agence régionale de santé. Je vais vous présenter donc l'organisation du SAS francilien. Donc, pour rappel, le SAS francilien, enfin le SAS, il s'inscrit dans la mesure 1 du pacte de refondation des urgences qui a été établi en 2019, mais également dans la mesure 26 du Ségur de la santé en juillet 2020. Donc, l'objectif, c'est de permettre à tous les franciliens, donc les Parisiens, d'obtenir une réponse à une demande de soins urgents et ou non programmés
lorsque l'accès au médecin traitant n'est pas possible en première intention. Donc, c'est basé sur une plateforme téléphonique de régulation avec 2 niveaux. Et le choix francilien, c'est de l'organiser sur l'organisation actuelle, c'est-à-dire une régulation médicale hospitalière et libérale de l'aide médicale d'urgence, parce qu'actuellement, sur le plateau 15, il y a des régulateurs libéraux, et également la permanence des soins ambulatoires, donc la PDSA, qui est historiquement réalisée dans les centres 15. Donc là, l'organisation future avec les 2 niveaux, niveau 1 et niveau 2, on aura toujours un niveau, on va dire 1, qui assure le premier décroché de tous les appels et qui fait un tri et une orientation très rapide vers le niveau 2. Ce niveau 1, il est assuré par un assistant de régulation médicale qui devra assurer un décroché en moins de 30 secondes et orienter l'appel vers le niveau 2. Et c'est là où on a les 2 filières qui s'organisent. On a à la fois le niveau 2, aide médicale d'urgence, qui réalise l'acte de régulation médicale d'urgence, et le niveau 2 de soins non programmés, qui réalise l'acte de régulation médicale de soins non programmés, c'est là la nouveauté, et qui va s'articuler donc avec les acteurs de ville, la médecine de ville, en journée, pour permettre la prise d'un rendez-vous avec un médecin de ville sous 48 heures. Et donc, c'est cette organisation qui va s'articuler avec, comme on vient de l'évoquer, les communautés professionnelles territoriales de santé, donc les CPTS. Et vous savez qu'à Paris, on avance beaucoup sur le sujet des CPTS. On essaye, d'ici la fin de l'année, d'avoir la plus grande majorité des territoires couverts. Et là, on a déjà 11 CPTS qui sont signés. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'organiser au mieux l'effection des médecins libéraux pour permettre des rendez-vous sur des plages dédiées dans vos agendas. Dans le schéma suivant, vous avez tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'usager appelle la plateforme, une plateforme avec un décroché de premier niveau, un assistant de régulation médicale du SAS, service d'accès aux soins, qui va accueillir, qualifier, transmettre et orienter soit vers la filière, c'est-à-dire classique et actuelle, aide médicale d'urgence, soit vers la filière soins non programmés, et donc permettre, grâce à l'opérateur de soins non programmés et le médecin régulateur libéral, de trouver un rendez-vous de soins non programmés dans les 48. Donc ça, de même que la partie sur le déploiement de la feuille de route du numérique et mon espace santé. Bien sûr, on a eu dans le chat des demandes de transmission du diaporama de notre présentation. Elle sera adressée, cette présentation, à l'ensemble des participants, bien sûr. Donc, à ce stade, je voulais vous remercier de votre participation et peut-être prendre encore des questions s'il y en a. On a bien conscience que l'exercice était compliqué parce que les dispositifs sont subtils pour certains d'entre eux. Je parle du SAS en particulier et peut-être pas encore à un niveau de notoriété suffisant pour d'autres, mais il va de soi que le déploiement de la feuille de route du numérique en santé est un sujet majeur pour les mois et les années qui viennent. Et l'organisation des soins dans les territoires avec ce dispositif du SAS qui doit permettre d'apporter de meilleures réponses aux soins non programmés. Et c'est une des vocations d'ailleurs des CPTS, et Tanguy Baudin faisait justement le lien entre les deux sujets. Donc toutes ces constructions ont, de notre point de vue, une cohérence tout à fait forte, mais bien sûr, il va falloir avoir de la détermination et peut-être de l'humilité pour faire progresser ces dispositifs dans l'organisation et l'offre des soins sur notre belle capitale. Donc, on espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations et on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur ces sujets dans les semaines et dans les mois qui viennent.
Écoutez, on va conclure notre webinaire en vous remerciant chaleureusement pour votre participation et on espère effectivement que cette présentation, encore une fois, qui sera complétée par les relations que vous aurez avec les conseillers d'assurance maladie, les délégués d'assurance maladie, les conseillers informatiques services, permettra d'entrer de plein pied dans ce dispositif de l'avenant neuf dans toutes ses facettes, la télémédecine, le SaaS et mon espace santé comme élément structurant de la feuille de route du numérique en santé. En tout cas, je vous renouvelle mes remerciements et notre offre de service qui est permanente pour vous accompagner et vous faciliter la vie dans votre quotidien. Et on espère effectivement pouvoir se retrouver dans d'autres formations présentielles pour pouvoir échanger d'une manière un peu plus conviviale. Merci et merci à vous toutes et tous et bonne continuation, à très bientôt et merci aux participants et à nos amis de l'ARS.